Bienvenue dans les 4V, Jean-Philippe Tanguy. Alors, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier le déploiement d'une force mobile nationale scolaire qui pourrait être projetée dans les établissements, justement pour aider les proviseurs, pour maintenir notamment la sécurité. Est-ce que ça vous semble de nature à rassurer les enseignants ? Oui, écoutez, sur cette disposition particulière, pourquoi pas ? Moi, tout ce qui va dans le bon sens, on le prend, mais on voit bien que c'est dérisoire, malheureusement, par rapport à l'ampleur de la contestation. Pourquoi c'est dérisoire ? De la laïcité, parce que malheureusement, sur tout le territoire, y compris maintenant sur nos territoires ruraux, il y a une contestation des valeurs françaises, de la laïcité, de notre histoire, de l'enseignement de faits historiques comme la Shoah, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et que cette brigade, elle sera peut-être utile, mais elle n'est pas à la hauteur de la multiplication des enjeux. Donc il faut restaurer l'autorité, les enseignements dans l'ensemble du territoire, avec un certain nombre de mesures qu'avait proposées Marine Le Pen à la présidentielle et qui s'appliquent toujours parce que, par exemple, on a entendu beaucoup de choses de M. Attal. Mme Belloubet ne semble pas avoir la même ligne. Donc j'aimerais qu'on revienne sur cette ligne d'autorité qui était inspirée des mesures de Marine Le Pen, le renforcement des savoirs fondamentaux, l'exclusion de tous les élèves perturbateurs, des centres d'éducation spécialisés pour les jeunes qui posent le plus gravement des problèmes, et aussi la responsabilisation des parents qui sont évidemment souvent responsables de la dérive idéologique de leurs enfants. Autre annonce, ça ne tombe pas du ciel. Et aussi, excusez-moi, la maîtrise des réseaux, en particulier TikTok, qui pose de sérieux problèmes de propagande islamiste, parce que derrière, il y a une guerre culturelle. Alors, c'est que le gouvernement travaille sur cette question. L'État se portera également systématiquement partie civile lorsqu'une plainte sera déposée, a dit Nicole Belloubet. Bonne chose là aussi ? Non mais très bien, on le demande, Marine Le Pen l'a demandé depuis très longtemps. Il faut que l'État soit en soutien de toutes les manières possibles des enseignants et des personnels de l'éducation. L'autre gros dossier du gouvernement, ce sont les finances publiques. Vous en êtes vous aussi un spécialiste. Le gouvernement qui cherche à faire des économies après ce dérapage du déficit public, 5,5%, bien au-delà des prévisions. Le Premier ministre a annoncé qu'il souhaitait réduire l'indemnisation des chômeurs. Vous êtes favorable à ça ? Vous pourrez voter cette nouvelle réforme de l'assurance chômage ? Non mais pas du tout, parce que là, nous avons vraiment un mensonge d'État. Le gouvernement fait croire que la dérive des finances publiques viendrait d'une dégradation du système d'indemnisation du chômage. Il est bénéficiaire. C'est un des seuls régimes qui est bénéficiaire. Donc il n'y a pas de problème de finances publiques de ce côté-là. De la même façon, je comprends qu'il y ait des Français qui soient exaspérés par les abus et les fraudes. Mais il y a aujourd'hui 300 000 emplois libres, il faut les occuper, notamment l'argent de la formation doit être mieux utilisé, mais il y a 5 à 6 millions de chômeurs. Donc réduire la durée d'indemnisation, vous direz non ? Non, il faut aller vers des meilleures formations, contraindre des gens qui peuvent abuser de la situation, mais une fois encore, même si les 300 000 emplois sont occupés, et on le souhaite évidemment, il restera plus de 5 millions de chômeurs. Donc le gouvernement ment aux Français en leur disant que la solution est uniquement là. Et la dérive des finances publiques, elle ne vient pas d'un problème de l'assurance chômage, elle vient de l'erreur de M. Le Maire et de M. Macron sur les surprofits des entreprises. Ils avaient prévu 3 milliards à récupérer sur les marges des fournisseurs d'électricité, que les Français ont largement payé par leurs factures et leurs impôts. Et au lieu de récupérer 3 milliards, ils ont récupéré 300 millions. Donc ce sont des incompétents et ils ont laissé une toute petite minorité de multinationales s'enrichir sur le dos des Français. Pour vous, l'argent, les économies, elles sont où à trouver ? Il y a tout d'abord les aides non contributives des étrangers. Pour vous, Il faut une réforme c'est au moins 16 milliards d'euros à récupérer quand on aura appliqué la priorité nationale. Plusieurs économistes contestent ce chiffre. Sociales. Mais ils contestent parce qu'eux, ils veulent toujours plus d'immigration. Donc si l'immigration rapportait, ils n'ont qu'à ouvrir les vannes. Donc tout ça n'a pas de sens. Il faut contrôler strictement l'immigration et limiter les aides sociales Autre source aux d'économie. Français. Le millefeuille administratif. Il y a aujourd'hui beaucoup trop d'échelons administratifs. Le gouvernement ne veut pas les réformer. Par exemple, les grandes régions. Vous feriez quoi ? Les grandes régions sont de plus en plus coûteuses. Il faut revenir au pouvoir du département et faire des économies. Il y a un mandat de trop. On peut très bien fusionner le mandat de conseiller régional, je le suis par exemple, avec le mandat de conseiller départemental. On fera déjà un conseiller des territorial économies. Comme l'avait proposé et voulu Nicolas Sarkozy. Absolument, et malheureusement la gauche avait supprimé cette petite réforme d'économie et la contribution, on est en élection européenne, la contribution de la France financière à l'Union européenne, on va atteindre 27 milliards d'euros. La France perd, selon les années, entre 8 et 12 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle la contribution nette. C'est que la France paie plus d'argent qu'elle ne reçoit des institutions européennes. Il faut un rabais. Et il faut savoir que l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, tous les pays riches d'Europe ont un rabais, sauf la France. Jean-Philippe Tanguy, si les Républicains déposaient une motion de censure à l'automne lors de l'examen du budget, est-ce que vous la voteriez ? Oui, bien sûr. Nous, on a toujours voté les motions de censure qui permettent de mettre le gouvernement devant ses responsabilités, d'arrêter un certain nombre d'erreurs, comme évidemment la réforme des retraites, mais aussi ce budget. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec le 49.3, le budget là, qui a dérivé,
c'est pas le Parlement qui l'a voté, c'est le gouvernement qui l'a écrit de A à Z. Ils ont tenu le stylo sur toutes les mesures. Donc ils sont entièrement responsables de la dérive du budget, de l'insincérité. Et on voit bien que l'anti-parlementarisme du gouvernement, faisant croire aux Français que c'est en débattant au Parlement qu'on perd du temps et qu'on perd de l'argent, c'est l'inverse. En fait, c'est quand c'est fait dans les couloirs de Bercy, là, quand M. Le Maire et M. Macron font leurs affaires entre eux, que la dérive du budget est la pire. Vous évoquez les élections européennes. Le candidat PS Place Publique, Raphaël Glucksmann, veut imposer une taxation sur les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen pour financer notamment la transition écologique. Dit-il que ça concernerait les 0,1% les plus riches, multimillionnaires, milliardaires, pour ou contre ? Mais ça, c'est la contradiction de M. Glucksmann, parce qu'en fait, au sein de l'Union européenne, ils ont créé des paradis fiscaux. Le Luxembourg, la Belgique, un certain nombre où effectivement, les plus privilégiés peuvent se réfugier et pas assurer leur devoir de solidarité fiscale. Donc, moi, je suis pour qu'on renforce, qu'on interdise ces paradis fiscaux au sein de l'Europe et que la France puisse récupérer son argent. Donc, pas de taxation européenne ? Nous, on a proposé avec Marine Le Pen et Jordan Bardella rétablir une forme d'ISF, un impôt sur la fortune financière, de limiter, vous savez, la flat tax qui avait permis aux revenus spéculatifs de ne pas payer d'impôts en France, mais il faut que ces ressources viennent à la France. On ne va pas encore enrichir la technocratie de Bruxelles qui dépense l'argent n'importe comment, qui demande toujours des efforts au peuple et qui n'en font aucun. Donc, taxer justement les plus riches, oui, on l'a toujours proposé contre M. Macron, mais cet argent doit aller à la France. Le Canard enchaîné a révélé cette semaine que Malika Sorel, qui sera la numéro 2 de la liste de Jordan Bardella aux élections européennes, avait envoyé des textos pendant plusieurs semaines au président de la République pour lui proposer ses services. Est-ce que ça vous a surpris et est-ce que c'est pas quand même un peu bizarre quand elle se retrouve après numéro 2 sur votre liste ? Mais non, on en revient à ce qu'on avait dit sur M. Attal. Ils avaient annoncé une ligne vers l'éducation et la défense des valeurs qui était celle défendue par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc Malika Sorel, qui est une personnalité qualifiée sur ces sujets, qui a été membre du Haut Conseil de l'intégration, a fait savoir qu'elle pouvait aider comme une personnalité qualifiée. Ça prouve d'ailleurs qu'elle est reconnue dans les plus hautes instances et malheureusement... En termes de conviction, c'est pas un peu bizarre de dire il y a un mois je peux être membre du gouvernement d'Emmanuel Macron et un mois après je me retrouve sur la liste de Jordan Bardella ? Ça, c'est le service de la France. Madame Sorel n'avait pas d'engagement au Rassemblement national. C'est une personnalité libre. Elle a cru que le gouvernement allait vers la défense des valeurs françaises. Elle s'est rendue compte que non, et donc elle a bien rendu compte que c'était le Rassemblement national et la liste de Jordan Bardella qui la défendaient. Mais quand M. Attal reprend nos mesures et que, on voit qu'il s'inspirait des mesures de Marine Le Pen, je comprends que des personnes qualifiées comme Malika Sorel aient pu le croire comme beaucoup de nos compatriotes, et nos compatriotes se rendront compte, comme Malika Sorel, que c'est Jordan Bardella qui les défend et pas M. Macron qui en parle mais ne fait rien. Ces derniers jours ont été l'occasion d'une love story affichée par Emmanuel Macron et Lula lors du déplacement du président de la République au Brésil. Alors ils ont fait état de beaucoup de points communs. Il y a aussi des divergences, notamment sur la guerre en Ukraine, l'attitude à tenir face à la Russie. Le G20, le prochain G20 aura lieu à Rio au mois de novembre. Est-ce qu'il faut, oui ou non, y convier Vladimir Poutine ? Et, si vous voulez, c'est malheureusement c'est plus compliqué que ça. Si c'est pour faire comme si de rien n'était et que tout aille bien, non. Mais le G20 peut-être le moment, de reprendre le dialogue, d'aller vers la diplomatie. Sans doute, dans ce cas-là, faudrait-il aussi inviter M. Zelensky pour qu'il puisse y avoir des discussions utiles. Mais il est certain que abandonner totalement la diplomatie mène à une impasse. Et aujourd'hui, il faut que les Français sachent qu'il y a des négociations diplomatiques qui sont menées, mais c'est la Chine et la Turquie. Et ces pays ne défendent pas les intérêts de l'Ukraine et de l'Europe et de la France. Ils défendent leurs intérêts. Donc il faut que la France reprenne l'initiative, qu'on reprenne la diplomatie pour mettre fin à cette guerre, avec évidemment la libération de l'Ukraine et sa victoire et le rétablissement du droit international. Mais faire croire que seule la guerre permet d'arrêter la guerre, c'est aussi un mensonge et une illusion que paient chèrement les Ukrainiens. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, c'est à vous Merci Damien à tous et les deux. Émilie.